Bonjour Dimitri Pillot et bienvenue. Merci d'avoir accepté de participer à notre premier podcast sur le thème du Japon. Merci à vous pour l'accueil. Alors, en tant que dessinateur belge qui dessine sur le Japon, on ne pouvait pas rêver mieux au niveau du thème. Mais avant d'aborder l'influence japonaise sur ton travail, je propose qu'on fasse un peu chronologiquement ta carrière. Donc, par exemple, le début, c'est simple. Si on regarde ta biographie, il est mis après tes études. Tu as été l'apprenti de Frédéric Dufour, peintre de figuration réaliste. Et ensuite, tu as collaboré 2 ans avec Jacques Martin, le créateur d'Alix, pour ceux qui ne connaissent pas, sur des livres d'histoire. Est-ce que tu peux vite aborder en quoi consistaient ces 2 collaborations et comment ça s'est passé? Alors Frédéric Dufort, en fait, comment ça s'est passé? C'est que c'est très simple. Enfin, j'aime bien croire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais mon épouse avait été faire une formation au Burkina Faso. Et le directeur de l'école, en fait, venait à un moment en Belgique, au Burkina, et il logeait chez Frédéric. Et il vivait rue Sans Souci. Enfin, son atelier était rue Sans Oui. Souci, dans les anciens ateliers Rodin. Et il dit, tiens, ça tombe bien, je cherche un jeune, enfin, pas stagiaire, mais apprenti avec qui bosser pour travailler avec moi sur les toiles. Et donc, du coup, il m'a proposé de venir travailler dans son atelier. C'était intéressant parce que moi, c'était un exercice sur lequel je n'avais pas l'habitude de faire. Et puis, moi, j'avais terminé Saint-Luc. Je ne suis pas sorti diplômé de Saint-Luc, on m'a gentiment indiqué où était la Ah, sortie. t'es peut-être pas le premier, je pense. Et donc c'était rigolo parce qu'on travaillait sur des grandes toiles et c'était un fan de bande dessinée. Il avait pas une grande connaissance de bande dessinée, mais moi je l'amenais parfois à des bouquins comme ceux de François Bouc ou quoi, sur la mort et là au-dessus, des choses en ce genre-là. Et alors du coup il les lisait et moi je continuais de travailler sur ces grandes toiles. Donc ça a été, on va dire, plus ou moins 6 mois de travail. Et ensuite, il était un peu embêté parce qu'il était beaucoup appelé à droite et à gauche et donc on ne savait pas travailler de manière soutenue comme ça. Donc à un moment, la collaboration s'est juste arrêtée parce qu'il dit, écoute, je suis désolé, mais vu mes agendas et mes horaires, c'était compliqué pour lui. Mais voilà, je crois qu'il avait déjà un certain âge à l'époque et il avait 65 ans, je crois. Et ensuite, j'ai travaillé pour Jacques Martin parce que je prenais des cours chez Frédéric Dufort. Donc en plus de mon travail en bande dessinée à Saint-Luc, j'allais le vendredi chez Frédéric qui avait un atelier, je crois que c'est chaussée de Waterloo, à Saint-Gilles. Et en fait, moi, j'allais tous les vendredis chez lui pour bosser, puis on est devenus copains. Mon Fred est décédé aujourd'hui, hein, il est décédé en 2006. En fait, il y a un jour un mec de chez Casterman qui passe la porte de son atelier, qui dit, tiens, est-ce que tu veux pas travailler sur des livres de voyage, les voyages, il y avait les voyages d'Alix, etc. Ouais, je me souviens de ça, oui. Et il dit, écoute, non, mais par contre, j'ai un petit gars qui passe souvent dans l'atelier, qui pourrait avoir le profil pour bosser sur ce genre de projet. Et donc, quand ils m'ont approché, moi, j'ai fait une série de tests avec Jacques Martin. Bon, et ça s'est quand même bien passé. La relation avec lui était quand même très chouette. Et moi, j'ai décidé de prendre le personnage de Loïs à l'époque parce que le personnage de Loïs était un personnage jeune qui n'était pas soumis aux mêmes exigences qu'Alix. Parce qu'Alix, c'est un personnage qui avait déjà plusieurs décennies de création derrière lui. Comme c'est un personnage jeune, Loïs, tu pouvais te permettre plus de liberté. Repartir d'une page blanche un peu. C'est ça. Et puis, si le personnage n'avait pas le pif qu'il fallait, etc., on pouvait être moins exigeant parce qu'Alix, si le nez n'était pas comme il fallait, ou les yeux, ou la mèche de cheveux, t'étais bon pour recommencer ton travail non-stop. Et tu l'as parfois dessiné, Alix? J'avais dessiné une fois pour un hommage, je crois, mais j'aimais bien. C'était plus l'époque de la Tiare d'Oribal. Donc ce côté où on était encore dans un côté un peu hergéen, sans qu'on rentre dans le réalisme qu'on connaît aujourd'hui d'Alix. Et je m'étais amusé à le faire une fois comme ça. Après, voilà, le travail avec Martin s'est arrêté parce que voilà, c'est la famille qui a repris le projet et la relation n'était plus du tout la même que celle qu'on a eue avec Martin. Mais voilà, moi, j'ai jamais eu de souci avec Jacques Martin et j'aimais bien ce côté. Tu sais, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans pour Hergé. Donc, c'était un peu le patron, quoi. Il avait des choses à dire, il avait des choses à raconter. Moi, j'étais jeune, j'avais 23, 24 Ça ans. peut être impressionnant. Ouais, mais il avait une attitude parfois un peu terre à terre avec ses collaborateurs, pas tous, ça dépendait. Parce que moi, je ne travaillais pas sur Alix. Ouais. Donc, je n'avais pas les mêmes pressions, les mêmes enjeux que certains confrères ou consoeurs qui ont bossé pour lui. Certains qui ont bossé sur Alix, je crois qu'ils ont sué des pas possible pour pouvoir répondre aux demandes et aux desiderata. Moi, je travaillais sur Loïs. Donc, on m'avait une fois demandé d'aller chez Olivier Pâques, le créateur, le dessinateur de la série Mère, avec qui j'en s'entendais bien. Donc, du coup, j'avais quand même... il me laissait un peu une marge de manœuvre qui était assez chouette. Après, voilà, j'ai arrêté de travailler sur le projet parce que... simplement parce que les enfants ont repris le truc et qu'on n'était plus du tout en phase. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté, je travaillais sur les Versailles de Louis XIV,
J'ai arrêté le bouquin en 2007 parce qu'il voulait que je recommence tout le bouquin. D'un commun accord, on a arrêté. J'ai cédé mes droits à Casterman. Et le livre des Versailles de Louis XIV, alors, sachant qu'on était en 2007, je passe tout mon matériel, ma documentation pour le dessinateur qui suit. Comme ça, je suis sympa. Je ne suis pas non plus les laisser dans leur merde. Et le livre est sorti, je pense, en 2023. Ah oui. Ah oui. Mais il est sorti. Ouais. Et ils n'ont pas refait, c'est ta base qui est là. Alors. Ils ont refait des choses. Il y a des scènes où c'est la base. Il y a la scène de la grotte de Tétis où c'est le dessin que j'ai fait. Il y a l'escalier du roi ou de la reine qui avait été redessiné aussi, enfin, qui avait été refait quasiment tel quel. Après, c'était un exercice intéressant parce que voilà, Fred Burton à l'époque m'a dit écoute, tu vas t'en prendre plein la gueule, mais tu vas apprendre des choses et ça va te mettre le pied à l'étrier. Et ça, il n'y a rien à faire, ça m'avait mis le pied à l'étrier. Et puis en même temps, j'ai pu. Tu sais, quand tu signes chez Casterman, tu peux être privilégié de certaines choses, comme quand tu es invité à la foire du livre de Bruxelles. J'ai été invité la première fois à la foire du livre de Bruxelles. Et là, j'ai pu rencontrer des gens comme François Skeuten, qui était déjà un peu mes idoles à l'époque. Et donc, François avait été super sympa avec moi. C'est marrant, j'ai pensé à François Skeuten quand j'ai vu tes dessins qui mélangeaient Bruxelles et d'autres univers. Ouais, il y a un peu de ça, mais je renie pas mes influences. François est vraiment quelqu'un qui a vraiment influencé très fort mon travail. Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je travaille avec la Maison Autric, qui est un bâtiment qu'il a réinvesti il y a quelques années, parce que c'était un bâtiment à Scarbeck qui était à vendre, et la première commande de Victor Horta. Et François et Benoît Peters ont dit on peut pas laisser vendre ce bâtiment parce que sinon on va en faire des appartements, ça va être une catastrophe. Et François Skeuten et Benoît Peters ont sauvé ce bâtiment avec évidemment l'aide de la commune de Scarbeck, Saumon et d'autres partenaires. Et du coup, aujourd'hui, je travaille avec eux. Je travaille avec Alexandra Roland, donc justement sur un nouveau projet qui s'appelle Cartographique. Pour revenir à la question de base, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pu rencontrer des auteurs que j'aimais beaucoup, qui étaient importants pour moi. On a du mal à imaginer qu'après tu partes sur le Japon, vu les débuts. Est-ce que le Japon était déjà en toi avant? D'où vient un peu cette passion du Japon? Parce que tu me dis en 2007, tu es dans le studio avec Jacques Martin, et en 2009, tu lances ta première BD sur le Japon. Oui, alors en fait, le Japon a toujours été là parce que quand j'étais gamin, donc moi je vivais à Watermal-Boisfort, rue des Épicés à 74 pour être très précis, et pas loin de la place Kiem. En fait, dans ma classe, un de mes meilleurs copains était japonais. Quand je dis où je vivais, c'est important parce que je vivais pas loin de Delta, où il y a l'école japonaise. Okay. Et donc il y avait pas mal de japonais dans ce coin-là. Je prenais le métro pour aller voir ma grand-mère à Delta. Donc il faut savoir que le samedi, il y a à l'école japonaise, puisqu'en fait tous les étudiants, même les jeunes japonais qui étaient scolarisés dans les écoles bruxelloises, allaient à l'école parfois le samedi à l'école japonaise. Et donc je voyais beaucoup de japonais, donc j'étais très très intrigué. Enfin, il faut remettre les choses dans le contexte parce que ça peut paraître un peu bizarre maintenant, mais on est dans les années 80. T'as pas Internet, t'as pas l'ouverture à la culture maintenant et tout ça. Moi, je voyais ces gens avec cette très belle langue. Il y avait même les cartables, on est à Bruxelles, ils avaient comme des cartables, tu vois, les cartables typiquement japonais, quoi. Et donc j'étais très intrigué par tout ça. C'est l'ouverture à l'autre, l'ouverture à la culture de l'autre, puis à la langue. Quand j'allais chez mon camarade de classe, il nous invitait pour les anniversaires chez lui. Tu avais il n'y a rien à faire, même chez eux, c'était différent. Donc j'étais très intrigué par ça. Cette ouverture vers le Japon et vers la culture, en fait, c'est avant tout une ouverture humaine. C'est avant tout un facteur humain et social qui est venu vers moi. Et c'est comme ça que le Japon est arrivé. Ensuite, oui, il y a eu évidemment toute la vague manga, mais quand j'ai commencé à travailler vraiment, même en bande dessinée ou des choses comme ça, je travaillais déjà sur des projets japonais. Mes travaux de fin d'études à Saint-Luc étaient consacrés au Japon. J'étais assez proche de Marc Michetz à l'époque, donc l'auteur de Kokaratsu. Et donc je côtoyais Marc. Oui, il vivait pas loin de la place Fernand-Coq. Moi, à ce moment-là, j'avais migré par là en tant qu'étudiant. Et on s'est côtoyé à un moment. Et Marc a même dessiné des travaux pour moi pour la fin de mes travaux de fin d'année. Donc j'avais fait des dessins d'intérieur typiquement japonais, mais tu vois, avec des samouraïs. Et alors, un jour, il voulait qu'on aille boire un verre ensemble. Il dit, viens, on va boire un verre. J'ai dit, écoute, je suis désolé, Marc, mais demain, j'ai un examen. Bon, écoute, montre-moi ce que tu dois faire. Et puis, il rentre chez moi, et puis il dit, OK. Et puis, il se met à dessiner. Il a eu 6 sur 10. C'est pas mal, je sais pas. Non, mais c'était quelqu'un de généreux. Et alors, c'est marrant parce que sa compagne m'a recontacté récemment. Elle m'a dit, vous savez, le rapport humain que vous avez eu avec lui était très rare dans le métier parce qu'il n'avait pas beaucoup de contact avec des auteurs et des autrices. Mais moi, en fait, j'ai cessé de le voir en 2004-2005 juste parce qu'en fait, j'ai déménagé et Marc ne prenait pas la bagnole pour aller en dehors de Bruxelles.
Quand il travaille avec les éditions Dupuis, quand il allait remettre ses planches, pour lui, il était déjà en voyage d'affaires, quoi. Il faut avoir une idée. Donc tout ça, pour parler vraiment du cheminement par rapport au Japon. Et évidemment, il y a toute la culture qui tourne autour, tant au cinéma que bande dessinée ou des choses comme ça, qui ont été des portes ouvertes. Et donc c'était ton objectif, le Japon. Tu avais déjà dans l'idée de travailler ton dessin là-dessus au départ? Je ne me suis pas fait un plan, un business, enfin pas un business plan, mais un plan de carrière là-dessus. En fait, c'est juste que c'est naturel. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire ça. C'est juste, c'est comme quand, tu sais, quand on tombe amoureux de quelqu'un, tu ne sais pas l'expliquer. Ouais. Et tu suis le truc sans te poser de questions. C'est naturel. Ça peut pas, si on force les choses à faire ce qu'elles sont, ça va pas être naturel, ça va se ressentir. Et moi, c'est juste parce que j'aime ça. C'est toute la codification qu'il y a derrière, c'est un tas de choses. Maintenant, c'est pas pour ça que je suis quelqu'un même de très japonais dans ma manière de vivre. Je crois que je suis très terre à terre et très belge. Mais comment dire, ce rapport que j'ai avec le Japon est quelque chose de très intime et très intérieur. C'est pas très extérieur, c'est pas extériorisé, sauf à travers mon travail. Qu'est-ce qui te fascine justement dans le Japon, dans la manière de vivre et dans l'art japonais de manière générale? Dans l'art japonais, c'est à travers le ukiyo-e ou même par rapport à cette espèce de comment dire, il y a une forme de sophistication par rapport à l'approche de chaque chose. Même quand je me suis baladé, là j'étais fin août, début septembre, j'étais à Osaka et ensuite à Fukuoka. Et il y a la manière dont même les gens s'habillent, enfin les femmes parfois, c'est quelque chose de très sophistiqué. Il n'y a rien de vulgaire, attention. C'est très simple, même jusqu'à la manière de mettre, je sais pas, des plis d'une manche ou des choses comme ça. Le rapport humain, et puis bon, même, enfin, tu voyais ces gens en train de tailler des jardins. T'as des gens, enfin, les gens au Japon travaillent très vieux. T'as des gens, ils ont genre 75 ans et ils sont encore en train de bosser, quoi. Je sais pas si c'est un bon message, hein, attention. Je suis pas sûr que ce soit toujours volontaire, mais il y a vraiment une approche, même quand tu te balades dans les rues, en fait. Après, voilà, moi, c'est juste une approche humaine qui est comme ça. Alors, j'ai mis beaucoup de temps avant d'aller au Japon. J'ai été que finalement la première fois il y a 1 an. Ah, Parce je pensais que c'était que il y a plus longtemps, oui. non, parce qu'en fait, j'ai jamais voulu aller au Japon comme un touriste. Parce que j'ai découvert le Japon de façon sociale, à travers une personne. Et le souci, c'est que je me dis, si je vais au Japon comme un touriste, ça va totalement porter une forme d'atteinte au rapport que j'en avais à premier lieu. Et Tu donc, voulais pas être un gaijin, quoi. Si, je resterai un gaijin. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais rentrer au Japon de façon intérieure, c'est en côtoyant les gens. Quand j'étais à Taïwan, par exemple, j'étais en rapport avec les artistes, avec les personnes là-bas. J'étais mangé chez l'habitant, on avait des contacts directs avec les personnes là-bas. Et au Japon, je voulais avoir cette relation de la même manière. Quand j'étais à Cuba, par exemple, j'ai été manger chez un artiste. Il avait son atelier dans sa cuisine et son épouse avait son atelier dans le patio. Et tous les 6 mois, ils changeaient la place de leur atelier. Ils switchaient, si tu veux, leur atelier. Comme ça donnait une dynamique. Et quand tu découvres un pays comme ça, tu ne le découvres pas de la même manière que lorsque tu découvres un pays comme touriste. Tu restes malgré toi dehors. Tu ne rentres pas dedans. Et j'ai voulu éviter ça parce que sinon, ça portait une forme d'atteinte au rapport intime que je peux avoir avec cette culture. Ok, je vois que tu cites les ukiyo-e. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et ce que tu en penses? L'ukiyo-e, c'est un mouvement artistique, comme on a le mouvement cubiste ou le mouvement fauvisme, des choses comme ça. Et c'est un mouvement artistique japonais assez ancien. Je crois que c'est 1712 à 1902, si je ne dis pas de bêtises. Désolé pour les dates, hein, pour les puristes. Et c'est un peu un rapport assez, pas naïf, parce qu'il y a une forme de... Populaire, plutôt? C'est un art populaire, mais où les codes du dessin sont totalement éclatés par rapport à la rigueur très académique européenne qu'on connaît. Et j'aime bien en fait ce rapport-là parce que moi je viens des écoles européennes, donc j'ai fait mes études d'art à Namur, et les enseignants avaient une vision très rigoriste et très académique de l'approche du réalisme qui ont totalement bridé mon approche du dessin. Alors je ne suis pas en train de les accuser parce qu'il y a des profs qui ont été géniaux pour moi et qui ont fait beaucoup pour la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'artistiquement parlant, enfin, c'est une phrase que je dis beaucoup, mais ce que tu apprends sur les bancs d'école, quand tu en sors, tu passes ta vie à essayer de les oublier. C'est ce que j'essaie de faire. Et le ukiyo-e, en fait, qui est aussi quelque part un art académique un peu ancestral, n'est pas un art académique ancestral pour moi, puisque c'est quelque chose de nouveau et ça me permet de casser tous les codes que j'ai appris pour pouvoir essayer de passer à autre chose. Dans un code académique que nous avons appris, tu as les perspectives, tu as
le rapport au corps avec l'anatomie ou des choses comme ça. En ukiyo-e, tu as 15 000 points de fuite dans un dessin, et puis on n'essaye pas toujours de faire des dessins qui sont justes, on essaye de faire des dessins qui sont vrais. Et ça, c'est deux choses très différentes, et ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça. Pour ta BD Koryu Dedo, est-ce que l'influence des ukiyo-e s'est arrivée avant et ça a donné la BD, ou c'est avec l'idée de cette BD que tu as commencé à travailler sur les ukiyo-e? En fait, tout est dans tout. C'est-à-dire que le ukiyo-e, de toute façon, était déjà là avant parce que j'avais déjà une documentation. Moi, je suis un amoureux du livre. Donc, j'aime bien avoir plein de papiers qui traînent chez moi, de livres qui traînent chez moi. Et donc, c'est un truc qui était déjà là. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant sur Koryu Dedo, j'ai d'abord commencé à faire les planches, parce que donc, l'histoire de Koryu Dedo, c'est qu'il y a une partie qui se passe au présent, une partie au passé. Et la partie qui se passe au présent est dessinée de façon tout à fait simple, académique. Avec des Plutôt couleurs académique directes. belge ou académique manga? Non, mais je fais pas le distinguo entre Oui. le manga et en fait la bande dessinée. Ça, c'est un autre débat, mais c'est la bande dessinée européenne, japonaise ou américaine. Je fais pas le distinguo parce que quand tu vas voir, par exemple, même dans la bande dessinée japonaise, tu as des artistes comme Yoshiharu Tsuge qui sont des artistes qui font de la BD underground et qui n'ont pas du tout rentré dans les codes de la bande dessinée japonaise plus mainstream. Pareil ici en bande dessinée européenne. Et donc, pour revenir à ça, c'est que moi, je veux plus aller dans un style réaliste. Peut-être, on parlait de Françoise Cuyton tout à l'heure, Oui. j'irais plus vers cette direction-là. Donc, j'ai travaillé plus ou moins avec cette technique-là de couleur directe, crayon pastel, acrylique et des choses comme ça. Et alors, justement, bon, on parle de Françoise Cuyton, on ne va pas trop loin. Il faut savoir que quand je travaille sur des projets, j'aime bien être accompagné par un garde-fou, quelqu'un qui me dit, qui me tape un moment sur l'épaule pour me dire attention mon garçon, tu prends des mauvaises directions. Et là, j'avais travaillé avec Étienne Schrader. Étienne Schrader, c'est un vieux complice de Françoise Cuyton. Et Étienne m'avait accompagné sur ce livre. Et lorsque j'ai réfléchi pour la manière dont il fallait faire le passé, je ne voulais pas travailler avec des flashbacks, avec des effets sépia ou des choses dans ce genre-là. Et j'ai fait un test de planche en version ukiyo-e. Et Étienne m'a dit, écoute, ça marche quand même pas mal, tu peux continuer vers cette voie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avancer sur le ukiyo-e. C'était une question narrative. Avant d'être un choix artistique, c'était un choix narratif. Donc si j'ai bien compris, ça c'est pour les parties du passé que tu utilises le ukiyo-e. C'est ça. Ok. Il fallait vraiment scinder le récit. Mais il fallait le scinder, mais tout en restant homogène dans la lecture. Et ça m'a permis d'avancer et même que ça reste fluide. Il doit y avoir une fluidité dans le récit. Quand tu lis le récit, on avance et le ukiyo-e permettait ça. Et ça m'a permis d'avancer sur le récit au fur et à mesure. On sent aussi dans tes dessins, on sent vraiment dans ce que tu fais, une influence aussi ton amour, j'ai l'impression, pour le patrimoine. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà avant, ou bien c'est quelque chose que tu as développé petit à petit aussi au fur et à mesure de ta carrière? Je pense que c'est un truc que j'ai développé au fur et à mesure. Après, j'aime bien les vieux trucs, quoi. Alors, c'est peut-être venu comme ça, parce que j'aime le vieux cinéma, j'aime les bâtiments anciens. D'ailleurs, je vis dans une ancienne gare, un bâtiment de 1890 qui a été réaffecté en habitation. Et c'est vrai, j'aime bien ce qui est ancien. J'aime bien savoir d'où on vient. Et puis, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Tu peux pas tu peux faire abstraction de ça sur un point de vue artistique, parce que c'est important à un moment ou à un autre quand on crée qu'il faut, j'aime bien dire aussi, il faut tuer le maître. Mais j'aime bien le patrimoine. Mais tiens, en parlant d'ancien, j'ai vu que tu utilisais certaines techniques un peu particulières justement pour tes dessins. Oui, en fait, j'utilise un peu tout ce qui me tombe sous la main. Alors, pour tout ce qui concerne le travail à la manière du dessin réaliste, par exemple, je travaille vraiment avec du papier de base, papier arche satiné 300 grammes, des crayons, des encres. Je réutilise la technique que j'avais un peu appris chez Frédéric Dufort, c'est-à-dire qu'on travaille avec des pigments à l'état de poudre. Pour tout ce qui concerne le ukiyo-e, en fait, là, je travaille d'abord sur un dessin de base où je fais des croquis, des choses comme ça. Ensuite, je travaille sur le dessin définitif sur papier avec des encres. Et ensuite, je scanne le tout et je travaille sur des éléments, on va dire, numériques, mais
à savoir que tous les éléments qu'on voit dans mes effets de dessin sont faits à la main, c'est-à-dire que je fais des effets à l'aquarelle, je vais sur des vieux marchés pour acheter des vieux journaux, des livres anciens des années 50 avec des pages un peu abîmées, et je scanne le tout, et ensuite je fais un espèce de melting pot pour avoir un résultat définitif. Parce que l'effet ancien qu'on a dans les estampes qu'on connaît, ce sont des effets qui sont donnés avec le temps, et des choses que je ne peux pas avoir dans l'immédiat. Et ensuite, je travaille ces effets-là, mais alors, c'est vrai que dans les estampes aussi, ce que j'aime bien faire pour donner un côté totalement décané, c'est que je travaille sur le caractère anachronique. C'est-à-dire qu'on a des images qu'on pourrait croire qui ont été réalisées il y a 2 siècles, alors qu'en fait, il y a une fusée ou il y a, je sais pas, une mobilette. Donc comme les images dont on a parlé tout à l'heure entre nous, avec Bruxelles au milieu du Japon, des cerisiers, du mont Fuji et ce genre de choses. C'est ça. Après, il existe des estampes japonaises avec des choses plus modernes, parce que dans les mouvements japonais du ukiyo-e, donc le ukiyo-e est un mouvement japonais, mais vous avez plusieurs mouvements japonais dans les estampes japonaises. Vous avez le ukiyo-e, mais vous avez le watakushi manga, ah non, pardon, excusez-moi, le sozaku hanga et le watakushi hanga, si je me souviens bien. Donc il y a plusieurs mouvements. Et en fait, au fur et à mesure que vous avancez dans ces mouvements, le dessin se veut plus réaliste. En fait, je pense que l'estampe japonaise ukiyo-e telle qu'elle s'est un peu éteinte à partir du moment où les artistes ont pris la notion de la perspective et des choses comme ça. Et donc vous pouvez retrouver des estampes japonaises plus récentes, mais avec vraiment des effets de perspective et des choses dans ce genre-là. Donc si j'ai bien compris, après la BD, la prochaine étape, c'était un peu quand on t'a contacté pour l'expo à la Triennale de Milan, c'est ça? Color of Luxury? Ouais, c'est Options of Luxury. Option, pardon. Ah, ça vient, ça. Options of Luxury, ça c'était une exposition qui avait lieu à la Triennale du Milan, qui était le musée de design et de mode. Et en fait, non, ce qui s'est passé, pour mettre un peu les choses dans l'ordre, c'est qu'il y a eu le séisme du 11 mars 2011 au Japon. Oui. Moi, en fait, je pensais avoir terminé avec ces histoires d'estampes et de ukiyo-e et tout ça, et puis il y a eu un appel international des auteurs et autrices pour réaliser des dessins d'hommage à ce séisme, pour que l'argent récolté avec ces projets, s'il y avait des livres qui se faisaient, soit reversé aux victimes. Moi, je ne pouvais pas passer à côté de ça, parce que ça me semblait logique dans mes démarches de faire un dessin hommage. Et donc j'avais fait un dessin, mais il avait été pas mal repris. Donc c'était des gens qui marchaient sur une berge, et en arrière-plan, ils faisaient du vélo, tu vois, ils menaient un peu leur vie. En arrière-plan, tu avais un bateau un petit peu échoué. Puis encore en arrière-plan, tu avais juste en ombre chinoise les centrales. Donc c'est ça qui t'a amené après à être contacté par les Italiens? Ouais. En fait, de mémoire, mon dessin avait été repris dans le Vanity Fair Italie. Et c'était Italo Rota qui m'avait contacté pour dire, voilà, on voudrait faire un truc avec toi. Donc faire des dessins pour un défilé de mode. Enfin, c'était pas un défilé de mode, mais c'était une exposition sur la mode et le luxe. J'ai travaillé sur base des storyboards d'Italo. Et donc, du coup, j'avais réalisé toute une série de dessins sur base de ces storyboards. D'accord. Et donc ensuite, comment arrive la proposition du cinquantenaire aussi pour reparler des ukiyo-e qui finalement ne te lâchent pas? Alors ça, c'était... j'avais eu un contact avec eux et avec l'ancien directeur des musées royaux, c'était Michel Draguet. Et donc, avec Nathalie Van de Per et Karine Tenis, on avait commencé à monter un projet d'expo plusieurs mois avant, et ils voulaient en fait amener une espèce de cohérence dans une grosse exposition qui était justement cette exposition cinquantenaire. Donc ils ont une des plus grosses collections au monde, mais qui est en bon état. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont... De ukiyo-e alors? Ouais. C'était la vague de Hokusai. Elle était dans un état impeccable. Et ils ont une grosse collection parce qu'il y avait un collectionneur, je crois, il y a un siècle, ou un peu moins, qui leur avait fait don de cette collection. Il y a une petite parenthèse par rapport à ça, c'est qu'il faut savoir qu'en Belgique, à Louvain-la-Neuve, on a une des collections les plus prestigieuses d'ouvrages japonais au monde. Parce que lorsqu'il y a eu la Première Guerre mondiale, la bibliothèque de Louvain a été incendiée. Et alors, on a lancé en Belgique un appel international aux dons pour pouvoir récolter des livres. Et
Le Japon a bibliothèque. répondu présent. Ouais, Tokyo a dit voilà, on va vous filer une copie de notre bibliothèque. Ah, de tout. On va vous filer une copie de notre bibliothèque. On fait pas les choses à moitié, ça au Japon. Non, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, il y a eu le tremblement de terre du Kanto. Et là, la bibliothèque de Tokyo a été détruite. Et la Belgique a dit on va vous rendre vos livres. Et le Japon a dit non, un cadeau, c'est un cadeau. Donc ce qui fait qu'on a des livres extrêmement rares et anciens Qui n'ont plus chez eux. qui n'ont plus chez eux. On va essayer quand même de parler un peu de tout et de revenir un peu dans la chronologie. Donc, on a parlé maintenant de l'expo cinquantenaire. Ensuite, tu pars dans le projet du Blow Book. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots un peu sur ce projet et finalement, tu es resté dans les estampes japonaises alors que tu avais cru les quitter. Alors en fait, Blow Book, ça vient du fait que j'ai passé la porte de la galerie Bortier chez Philippe Capard qui tenait la librairie éditrice La Kryptonique. J'aimais bien le discours et le ton que prenait Philippe parce qu'il avait une audace et une impertinence que je recherchais. Comment est né Blow Book? C'est parce que beaucoup d'auteurs, de confrères et consoeurs souffraient des refus éditoriaux. Quand tu présentes un dossier à un éditeur, tu dois venir avec un projet, synopsis, etc. Puis libre après à l'éditeur de dire oui ou non. Et ces auteurs et ces autrices, et moi aussi d'ailleurs, on souffrait de ce côté où ils refusent le projet. Et puis ça donnait un sentiment qu'on avait droit de vie et de mort sur un projet. Et j'estime qu'à partir du moment où tu portes quelque chose en toi, si tu as envie de le défendre, si tu as envie de raconter cette chose que tu as en toi, il n'y a personne qui peut décider à ta place ce que ce projet doit devenir. Et Blow Book, j'ai commencé à me lancer dans ce projet-là avec Philippe par rapport à ça. C'est que je me dis, mais non, moi j'ai ça en moi, je veux aller au bout de mon idée. Et je trouve ça très violent d'ailleurs que de voir des artistes renoncer à certaines choses qui portent en eux depuis longtemps, comme une forme de résilience, quoi. Je trouve ça assez cruel. La résilience peut être positive, mais là, en tout cas, je la trouvais contre-productive. Donc, j'ai commencé à travailler avec Philippe d'abord sur les magazines de la Kryptonique. J'avais participé à un numéro qui s'appelait Sauvage comme une image. Ensuite, j'avais travaillé sur un autre numéro, Au-delà du cliché, qui parlait du roman photo et de la photographie. Et là, Philippe lance un peu, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Non, on a plusieurs à se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Et c'est Philippe qui dit... on pourrait faire des pockets, donc des petits livres qu'on met en poche. Alors le processus, ça a été long. On a travaillé 4 ans avant d'arriver à cet objet parce que moi, j'ai travaillé sur le récit, j'ai travaillé sur Salaryman. Ensuite, il a fallu travailler sur l'objet en lui-même parce que ce sont des objets qu'on met en distributeur automatique. Et il y avait tout un processus. Et au fur et à mesure, tout s'est construit. Alors au départ, il ne s'agissait pas d'estampes japonaises. Dans le Salaryman, il s'agissait de dessins un peu réalistes. Et ensuite, avec Philippe, on faisait des brainstorming. Mais moi, j'emploie ce terme en fait avec Philippe parce que Philippe Capard, il faut savoir que quand il te parle, il dessine en même temps. C'est un dessinateur compulsif. Okay. Mais il dessine ce qu'il te dit. Par exemple, il va te dire, tiens, on pourrait mettre une prise dans le mur. Il va faire une prise dans le mur sur son dessin. C'est pas pour que tu comprennes la conversation, c'est juste que c'est sa manière à lui de prendre des notes. Peut-être que c'est pour lui qu'il comprenne ce qu'il dit et qu'il fait son cheminement dans sa tête, tu vois, qui construit sa logique. C'est une manière à lui de prendre des notes. Ouais. Et j'ai gardé d'ailleurs ces notes parce que moi je trouve que c'était une spontanéité. Il jetait ça sur les feuilles. En fait, avec Philippe, on jammait. Tu vois, tu faisais des jams. En dessin, alors. En dessin. Ce sont des jam sessions graphiques. C'est vraiment un terme que j'emploie parce qu'il y a... C'est un chouette terme. Il n'y a rien de mieux pour définir cette relation que j'avais avec lui, c'était des jam sessions. Et on jammait, tu vois, il était assis comme tu es assis en face de moi, et puis il était avec son fameux calepin en bois, tu vois, sa plaque en bois, il fixe ses dessins dessus, puis il gribouille dessus. Et on s'échangeait en fait là-dessus. Et on va dire que Salaryman comprend 194 pages, je pense, de mémoire. Et en fait, j'ai peut-être dessiné 400 ou 500 pages du livre, en fait. Je l'ai peut-être dessiné 3 ou 4 fois. Avec Philippe, on a fait ce livre comme si c'était un film. C'est-à-dire que je prends un exemple concret, mais pour Apocalypse Now, ils ont filmé des heures et des heures de rush. Et après, ils ont remonté le film à partir de ce qu'ils avaient, des centaines d'heures. Ils en ont fait un film de 3 heures, mais au départ, ils ont fait le film. Et puis après, ils ont vu qu'il manquait des trucs, donc ils ont été retournés des scènes, etc. On a fait la même chose. On a fait le bouquin, on a monté le livre, après on a inversé des scènes, des choses comme ça.
On a imprimé le livre en prototype, on l'a lu. Ça, il y a des choses qui n'allaient pas. J'ai redessiné des scènes jusqu'à avoir l'objet qui est là. Et ensuite, il a fallu réfléchir au format, parce que là, vous avez un format qui fait 7,6 cm sur 11,6 de mémoire. Mais au départ, il était un peu plus grand. On se dit ça n'irait pas dans les machines, parce qu'après Philippe délire en disant tiens, on pourrait prendre des distributeurs automatiques. Philippe trouve un distributeur automatique dans une ancienne Wasserette à Bruxelles. Et si tu mets des plus grands livres, il faut adapter des machines spécialement pour ça. C'est ça, et donc il fallait adapter plutôt les formats. Alors attention qu'ici, on s'était calqué au final sur un livre de Alfred Mazur, qui était une série qui s'appelait Dick Boss, et qui n'était pas plus grand que ce livre. Enfin, c'était le livre, ce format-là. Parce que c'était une image par page, parce qu'en fait, avec la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la pénurie de papier. Et alors, il a eu l'idée de découper chaque planche en petites cases pour en faire un livre. C'était une solution économique qui était relative à la réalité de guerre d'époque. Et du coup, on s'est calqué là-dessus aussi. Au final, c'est Alfred Mazur qui nous a un peu mené sur la voie. Donc, et du coup, on est reparti sur cette voie-là, en fait, avec Philippe pour faire le livre. Et donc, il a acheté ce distributeur dans cette ancienne Wasserette, et on a mis le bouquin, on a fait des prototypes qu'on a mis en vente sur la fête de la BD à Bruxelles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un distributeur qui sort d'une ancienne Wasserette, ce qui fait que quand tu achetais les livres, eh ben, tes bouquins, ils sentaient bon la lessive. Ah, bah c'est bien, c'est un petit bonus en plus. Oui, ça donne un peu une histoire au projet, parce que vraiment, ça fait partie des petites, de l'histoire du projet, ce genre d'anecdote. Bon, un peu terminé autour de cette carrière qu'on a zappé quelques moments, mais on se concentre un peu plus sur ce qui touche un peu au Japon. On va parler un petit peu de ce qui est actuel. Donc tout le projet, on va dire le projet minier. Alors j'avoue que j'étais un peu perdu pour voir un peu la jeunesse des choses dans mes recherches. Donc il y a un mélange entre la Belgique et le bois du casier. On a un artiste japonais et on a aussi Taïwan. Tu peux nous mettre un peu d'ordre dans tout ça et nous expliquer un peu comment tout a démarré et dans quel sens? C'est un peu le bordel, c'est vrai. Ah d'accord, c'est pas que moi donc. Non mais en fait j'aime bien travailler en créant des passerelles. Et alors j'ai travaillé donc avec Chronicas. J'avais fait le premier tome, j'avais participé au numéro 6 ou 7, qui était donc sur l'atelier d'artistes. Et ensuite, il y avait le nouveau numéro qui était Prima Livement. Juste petite parenthèse, comme je dis, c'est un peu le bordel. Donc même moi, en direct, avec vous, je dois remettre de l'ordre dans mes esprits. J'ai découvert Yamamoto Sakubei, qui est un artiste, qui était un ancien mineur dans les années 2010-2013, vers ces eaux-là. Et j'étais vraiment frappé par la force de ses dessins. Donc c'est un ancien mineur qui a décidé de raconter sa vie sous forme de dessins, de raconter la réalité minière. Et il a fait toute cette série de dessins toutes ces années. Donc il était devenu veilleur de nuit quand il avait une 50aine d'années. Mais bon, quand il était gamin, il est descendu dans les mines et des choses comme ça au Japon. Et il a raconté tout ça. Et donc c'est des dessins très naïfs. Ce sont vraiment des dessins naïfs. Mais donc proche des ukiyo-e, pas du tout. On est quelque chose de plus représentatif. On est moins dans quelque chose de flottant, mais quand même quelque chose d'assez naïf. Le ukiyo-e n'est pas nécessairement naïf. Les dessins de Kusai, c'est vrai qu'ils peuvent être très durs. Non, lui, c'est la manière dont il dessine les choses. Je pense, il n'avait pas une formation de dessinateur, Yamamoto Sakubei. Il dessinait avec ses moyens. Même au niveau du papier, tout ça, il prenait du papier bon marché. Il travaillait avec des encres noir et blanc parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'il est venu à dessiner ce genre de choses. Il est venu après à la couleur, par la suite, mais pas tout de suite. Et ça veut dire qu'il a été reconnu un peu de son vivant ou il a été reconnu après? Oui, il était un peu reconnu de son vivant parce qu'il y a eu des livres de son vivant. Il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Maintenant, l'ampleur que ça a pris maintenant est différente parce qu'en fait, justement, en 2011, son travail a été intégré au patrimoine culturel de l'UNESCO. Et donc ça, c'est comme ça que j'ai découvert Sakubei. Ensuite, pour revenir justement à Taïwan et pour revenir justement à tout ça, parce qu'en fait, c'est vrai que tout est lié. C'est que donc j'ai travaillé sur le Chronicas consacré à Priva Livement et j'ai dit j'aimerais bien travailler avec un artiste asiatique. Parce que Prima Livement, c'est un artiste belge qui ne parle pas spécialement à l'Asie parce que ça reste un artiste bruxellois confidentiel par rapport au terme mondial. Ici, à Bruxelles, c'est quelqu'un d'incontournable, mais quand même. Et donc, j'ai rencontré Philippe Zou, que je salue d'ailleurs au passage, qui est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup dans ce projet.
Et il a dit, écoute, je vais te mettre en contact avec un artiste taïwanais. Donc c'est avec Shen Chuan, en fait, avec qui on a travaillé, qui est un dessinateur de bande dessinée de Taïwan. Donc Shen, il avait travaillé dans le monde du cinéma avant, dans la publicité et tout ça. Donc je crois qu'il avait aussi une carrière un peu de réalisateur. Et on a bossé ensemble sur ce récit. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui, il ne connaissait pas Prima Vivement. Donc il a réalisé, si tu veux, il y avait la planche de bande dessinée classique. Lui, il a réalisé la partie supérieure du récit. Donc il a découvert toutes les publicités, etc. Du style. Oui, il a dû faire des recherches et c'était intéressant parce que lui, des artistes muraux comme ça, il ne connaissait pas, mais en même temps, ça l'a mis en contact, en liaison avec l'iconographie murale bruxelloise, quoi. Il tombe, enfin voilà, il a dû faire un peu des recherches. Et donc il a réalisé la partie du dessus, et moi j'ai réalisé la partie du dessous, mais lui, il a d'abord fait tout son récit d'un coup. Donc à la fin, il me livre son récit. Et donc, en gros, moi, je dois dessiner la partie inférieure de la page. Donc, il faut recoller les morceaux. Et donc, c'était un exercice parce que il faut faire un récit qui est en cohérence avec ce que lui a dessiné. Et donc, on fait le Chronicas qui se fait, donc ça sort. Et on est invité au TIB, qui est le Festival international du livre de Taipei. Et je suis à Taïwan, je suis à Taipei, et Phil me dit, écoute, j'ai parlé un peu de toi à des gars qui ont des mines là, dans la province taïwanaise, à New Taipei. Et ils veulent te rencontrer parce qu'ils connaissent Sakubei, ils connaissent son œuvre. Alors moi, je trouvais ça un peu délirant parce que moi, je me pointe à Taipei, mais pas dans l'idée de discuter avec quelqu'un de Sakubei. Et donc finalement, il m'envoie une voiture le dernier jour avant que je décollais le soir. Il m'envoie une voiture pour que j'aille les rencontrer. Et donc j'ai la voiture qui arrive. Donc il y avait une collaboratrice, traductrice, Justine, qui parlait bien chinois. Et donc on va dans les mines de Xinpingxi, donc à New Taipei. Et donc là j'arrive et dans la salle, il y a une salle entière consacrée à Sakubei, à Taïwan. Donc j'étais un peu sidéré parce que c'est pas non plus un artiste pignon sur rue ou méga réputé. Du moins qui s'exporte ailleurs qu'au Japon, quoi. C'est pas un artiste qui s'exporte ailleurs qu'au Japon. Et du coup, on a resté en contact avec le directeur, David Gong, et moi j'ai commencé à dessiner des images, des planches, où ça allait au-delà de mon travail sur le ukiyo-e, pour raconter un petit peu mon quotidien, la manière dont tout ça s'est passé. Donc, en fait, je refais une connexion avec ce qu'on appelle le Watakushi manga, qui est là, en fait, c'est parce que tout à l'heure, je parlais de Sosaku Anga et de Shinanga. Hein, c'est pas facile, tous ces termes. Oui. Sosaku Anga et Shinanga, qui étaient les mouvements artistiques japonais. Et le Watakushi manga, c'est de la bande dessinée du moi. C'est-à-dire qu'on prend des éléments biographiques, autobiographiques, pour les mettre dans un récit fictif. Et j'ai commencé à utiliser tout ça pour en faire un récit à travers un roman graphique. Ça s'est fait sur le côté. En parallèle, on est en train de monter l'exposition avec Tagawa. Donc, pourquoi Tagawa ? Parce qu'en fait, toutes les œuvres originales de Yamamoto Sakubei sont conservées à Tagawa. Il était originaire de là. Et donc, on a travaillé avec ce musée, avec les équipes belges, à savoir l'ambassade de Belgique à Tokyo. Il y a les anciens réseaux des ALAC avec Céline Mariage. Il y a eu également la WEX, le WBI. Donc tous ces gens-là, en fait, ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir aider à ce que ce projet émerge parce qu'ils y croyaient. Et surtout, ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, ils arrivaient à faire la liaison avec le monde industriel. C'est-à-dire que lorsque là j'ai été au Japon pour l'expo, avant de faire mon exposition, j'ai fait une conférence à l'Expo universelle. Et ben là, il y avait des universitaires du monde des mines industrielles qui étaient là pour parler de tout ça. Et parce que l'exposition se montait, ils avaient réussi à faire tous des liens pour monter une conférence là-dessus, à l'Expo universelle, donc dans le pavillon belge. Tu parles de roman graphique, il s'agit de la nouvelle 9954 km ? Non, ça c'est pas le roman graphique, ça c'est l'histoire que j'ai fait avec Shen Chuan. Ah oui, donc ok, mais donc à un moment tu parlais de ça dans l'histoire que tu faisais. Dans le récit, dans le truc que j'ai fait avec Shen Chuan, on a juste pris le titre parce que c'est en gros juste la distance qui sépare mon atelier du sien. Ah oui, donc le roman graphique c'est La couleur de la mine qui est déjà prévu pour l'année prochaine, c'est ça ? Ouais, je travaille dessus pour l'année prochaine, donc ça c'est prévu aux éditions Côte. Et je suis très fier de rejoindre cette maison d'édition parce que c'est une maison d'édition, une petite structure. Et il y a en projet peut-être aussi de sortir cette œuvre du côté de Taïwan ou du Japon, vu que ça parle aussi de ces pays-là ?
Ouais, ils ont à Taïwan, ils ont l'ancien éditeur de Aho, il s'appelle Aho. Aho. Donc oui, il y a une volonté de le sortir. Maintenant, là, je suis plongé dedans, mais ce qui se passe, c'est comme j'étais très occupé, par exemple, pendant l'été, pour préparer l'exposition universelle et pour préparer l'exposition à Tagawa, j'ai dû vraiment mettre le projet en pause pour me consacrer à ce projet-là. C'est un peu contrariant parce qu'évidemment, on a envie d'avancer sur la suite, mais il vaut mieux se poser par moment et bien compartimenter l'emploi du temps pour bien faire les choses. Je me rends compte qu'on a oublié la troisième partie qui était le bois du casier. Dans l'œuvre que tu prépares, il y aura une comparaison, enfin, pas une comparaison, il y aura un rapport entre la Belgique et Taïwan et les mines de Taïwan en fait. C'est ça. C'est ça que je voulais savoir. C'est ça. En fait, c'est vrai que pour expliquer un petit peu mon lien entre l'exposition de Sakubei qu'on est en train de faire en ce moment à Tagawa, en gros, les dessins que j'ai réalisés sont des dessins qui sont en rapport avec les dessins de Sakubei. Donc Sakubei a dessiné sa réalité minière et par rapport au dessin qu'il a fait, moi j'ai redessiné la réalité minière européenne. Donc quand il dessine les bains-douches, moi je dessine les douches individuelles. Quand il dessine les trieuses, je dessine les trieuses ici en Europe. D'accord. Et les herscheuses et des choses comme ça. Donc on essaye d'apporter même à un moment les outils ou les habits ou des choses comme ça, on les dessine. Et c'est vrai que par rapport à tout ça, il y a quand même si il y a une différence, même si ça reste un même métier, il y a quand même une différence sociale et sociétale. Tu parles aussi de ce mélange de culture entre Japon et la Belgique. Pour pouvoir aussi appréhender l'entièreté de la culture japonaise, il y a un chemin qui est très important, c'est la langue. Est-ce que tu parles aussi japonais ? Non, je ne parle pas japonais. J'ai fait le discours à Tagawa, je l'ai fait un peu en japonais. Sébastien Jaffredo de l'ambassade de Belgique m'avait écrit le texte en phonétique pour que je puisse le prononcer. On avait fait quelques cours ensemble avant. Je lui récitais le texte. Non, c'est pas comme ça. Le H, tu dois bien le prononcer. C'est juste qu'en faisant les recherches, en regardant ton Instagram, tu partages des trucs. On s'est posé vraiment la question, est-ce qu'il parle japonais ou pas ? J'ai promis que j'allais m'y mettre à quelqu'un là-bas qui était au Japon. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais alors, c'est très très beau tout ça parce que Emi Ogata, la petite fille de Sakubei, il faut savoir que sa fille, elle a fait ses études en Belgique. Elle est venue faire ses études en musique. Tout est vraiment lié dans toutes ces histoires. Ça n'arrête pas. Elle a fait ses études en Belgique. Et, alors c'était dingue parce que j'étais assis avec elle dans un restaurant qui était tenu par un de ses amis. Ils avaient fermé le restaurant pour nous accueillir. Elle me montre des photos de sa fille qui pose dans la station de métro Avenue Louis. Elle était avec ses copines. Donc tu es au Japon, elle te montre des photos qui datent des débuts des années 2000. Ah, regarde, ça c'est ma fille, elle est dans un métro à Bruxelles. Je dis, bah oui, je connais ce métro, c'est l'avenue Louis, c'est le métro de Louis, quoi. Et puis elle me montre d'autres choses. Donc c'est très touchant. Et aujourd'hui, elle est violoniste en Allemagne pour une philharmonie assez prestigieuse, quoi. Donc tout ça est très touchant. En plus, Amy, donc elle donne cours en fait à des personnes qui ont des handicaps mentaux ou physiques en musique. Et donc elle s'excuse platement. Elle dit, vous m'excusez, mais je suis pas bonne pianiste. Et elle se met à jouer du piano et en fait Sébastien, Jaffredo et moi on était sur le cul en fait, on dit mais elle s'excuse de quoi en fait, elle est juste incroyable et ça a vraiment même Amy, humainement parlant, c'est une personne même super attachante et aussi qui a un caractère très fort d'ailleurs. Bah, écoute, je propose que sur cette chouette anecdote on conclue puisque le timing est fini. Ok. On a bien parlé. En tout cas, merci beaucoup Dimitri. Et, merci pour l'accueil. Ouais, et à bientôt, c'était un régal. Un grand merci. J'ai hâte d'écouter le prochain thème. Ne dis rien, ce n'est qu'à la fin de l'émission.